Madame, Messieurs, nous sommes encore ravis de vous retrouver dans le cadre de cette livraison environnementale, RDC Environnement, votre magazine des questions environnementales et du développement durable, une production, comme vous le savez, de la rédaction de l'agence Galaxy Media. En ce jour, nous allons devoir parler du processus d'implication des parties prenantes dans la prise de décisions en matière environnementale ou en matière d'environnement. Et pour parler de ce sujet, nous avons reçu sur ce plateau Maître Henri Mouyembe, que vous avez déjà d'ailleurs vu dans cette émission. C'est avec lui que nous allons devoir partager, discuter, échanger sur ces sujets. Il est donc chef de division réglementation au ministère de l'Environnement, mais il est aussi juriste environnementaliste. Maître, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur Urbain. Alors, la dernière fois, Maître, s'il faut faire un pas en arrière, nous avions parlé de la légalité ou de l'illégalité du moratoire en droit forestier congolais. Une émission qui a certainement suscité des débats, des remous dans l'opinion, parce qu'on se dit que le moratoire devrait encore être d'application, mais vous aviez en tout cas insisté sur le fait que les moratoires n'avaient plus sa raison d'être. Est-ce que vous pouvez rappeler les motivations de votre position, disant qu'il n'y a plus en tout cas question de parler de moratoire aujourd'hui? Oui, effectivement, comme je l'avais précisé la fois dernière, les moratoires n'ont plus sa raison d'être. Pourquoi? Parce que c'est un concept qui n'est pas porté par les codes forestiers et qui a été porté en 2002, en mai 2002, par l'arrêté. En ce moment-là, l'arrêté qui suspendait, n'est-ce pas, l'octroi des garanties d'approvisionnement et de l'aide d'intention, ça s'est justifié. Ça s'est justifié pourquoi? Parce qu'il était question à cette époque-là que l'on élabore de nouvelles dispositions pour pouvoir organiser, n'est-ce pas, l'attribution des concessions forestières. Et le mécanisme était déjà presque connu. Et donc, il fallait suspendre l'allocation des anciens titres pour ouvrir la voie vers les allocations de concessions forestières portées par le Code forestier, qui était adopté en 2002, août 2002. Et donc, le Code lui-même n'avait pas prévu un mécanisme de suspension de concessions forestières. Il a plutôt prévu un mécanisme de conversion des anciens titres en nouveaux titres. Un nouveau titre réglementé par le Code forestier, un nouveau titre qui est concession forestière. Et donc, l'arrêté avant le Code, ça s'est justifié. Mais après le Code, ça ne s'est justifié plus. Parce que le Code lui-même donne les conditions pour qu'une concession forestière soit attribuée. Alors pourquoi prendre un décret qui va devoir suspendre l'attribution des concessions alors que le Code ne l'interdit pas? Ce décret-là s'est justifié uniquement pour pouvoir organiser, n'est-ce pas, les modalités de conversion des anciens titres en nouveaux contrats de concession forestière. Voilà, merci beaucoup Maître pour ces rappels. En tout cas, les débats vont devoir se poursuivre dans l'opinion, mais aussi sur les plateaux. Peut-être nous aurons à recevoir d'autres juristes pour débattre de cette question de l'illégalité du moratoire en droit forestier congolais. Comme on l'a dit tantôt, Maître, nous allons devoir parler du processus d'implication des parties prenantes dans la prise de décision en matière d'environnement. Quelles sont d'abord, Maître, les parties prenantes dont on peut parler s'il faut parler de leur implication dans le processus de prise de décision? Bon, quand on parle de parties prenantes, il y a généralement 4 catégories. Nous avons le secteur public, avec les différentes administrations sectorielles. Nous avons le secteur privé, c'est-à-dire les opérateurs économiques qui y œuvrent dans les secteurs. Nous avons la société civile, c'est-à-dire les organisations de la société civile qui se sont regroupées dans des ONG. Et enfin, nous avons les communautés locales et peuples autochtones. Et donc, les parties prenantes se diffèrent selon que l'on est devant un secteur bien déterminé. Et donc, la première des choses, c'est de les identifier, avoir leur cartographie et voir dans quelle mesure vous pouvez les impliquer
dans une activité à réaliser dans les cadres de ces secteurs. Et généralement dans les cadres du secteur de l'environnement, principalement ou spécialement dans les secteurs qui nous concernent, qui concernent le ministère en charge, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, il y a au moins quelques secteurs qui sont concernés. Il y a le secteur forêt, il y a les secteurs installations classées ou environnement en général, il y a les secteurs ressources en eau et il y a également le secteur conservation, où dans une certaine mesure on peut également placer le secteur ressources phoniques. Et donc, les parties prenantes, par exemple, du secteur phonique, ressources phoniques, ne sont pas les mêmes que les parties prenantes du secteur installation classée. Tout à fait. Et donc, il y a toujours lieu de pouvoir les identifier pour les impliquer dans le processus de prise de décision. Et le processus de prise de décision s'effectue selon un certain nombre de modalités. Il y a notre loi, la loi de 2011 portant principes fondamentaux, qui prévoit un décret à prendre pour pouvoir impliquer les parties prenantes dans le processus de prise de décision. En ce qui concerne l'élaboration des stratégies, l'élaboration des politiques, l'élaboration des programmes et l'élaboration de textes juridiques, notamment le projet de loi, les projets de textes réglementaires. Et donc, ce texte-là n'est pas encore pris en compte, n'est pas encore élaboré. Mais dans d'autres secteurs, notamment le secteur forêt, il y a quand même de modes formels. Voilà, des participations de parties prenantes dans la prise de décision. Nous pouvons citer à une certaine époque l'existence du comité d'élaboration et de validation des textes d'application du code forestier. Un peu plus loin, nous avons eu le comité d'élaboration, de validation technique du code forestier. Il y a le conseil consultatif national des forêts et il y a par exemple la commission interministérielle de conversion des titres forestiers, et ainsi de suite. Donc le gouvernement voit quelle est la modalité la plus appropriée qui puisse permettre à ce qu'il implique les parties prenantes dans la prise de décision. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les décisions données, ce ne sont même pas, il ne faut pas parler en termes de décisions, ce sont des avis. Les avis émis par les différentes parties prenantes sont ce que nous appelons les avis obligatoires, c'est-à-dire l'autorité, le ministère est obligé de les consulter. C'est la consultation qui est obligatoire. Mais l'application ne l'est pas. Non. Ou l'intégration dans la politique même. En droit administratif, nous avons trois types d'avis. Il y a l'avis consultatif, c'est-à-dire là, on est libre de consulter ou pas. On peut prendre cette décision sans pour autant consulter. Il y a l'avis obligatoire. Dans ce cas, on est obligé à consulter. Mais on n'est pas obligé de suivre la position émise par les parties prenantes. Il y a l'avis conforme. C'est-à-dire, à ce niveau, on est obligé de consulter et on est obligé de suivre l'avis tel qu'émis par les parties prenantes. Or, dans le cas du secteur forestier, par exemple, prenons le cas du Conseil consultatif national des forêts, quand vous lisez dans les codes, vous verrez les avis du Conseil consultatif sont obligatoires. C'est-à-dire, l'autorité est appelée à impliquer les parties prenantes dans la prise de décision dans le secteur forêt. Mais les avis que ces parties prenantes émettent ne s'imposent pas à l'autorité. C'est-à-dire l'autorité est libre. C'est apprendre à laisser. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils émettent les avis et l'autorité peut donner ces avis-là à ses services techniques pour analyser ça sur le plan technique. Si on est par exemple dans les secteurs de la législation, les services techniques apprécient les avis émis par les parties prenantes au regard de la légistique. Si ça répond à la légistique,
on l'intègre. En ce moment, c'est considéré comme un avis pertinent. Il y a des avis qui peuvent être soutenus par la société civile ou les parties prenantes, mais qui ne sont pas pertinents. Et là, c'est toujours à l'autorité d'apprécier. Mais ça ne s'impose pas. Ce qui fait que vous verrez, il y a un texte qui a été adopté, par exemple, dans le cadre d'un conseil consultatif ou d'une commission, où les parties prenantes ont estimé adopter le contenu d'une disposition de telle ou telle manière, mais arrivé au niveau de l'autorité est libre de pouvoir mettre les contenus qui conviennent. Et cela, c'est au regard des exigences, soit politiques, ou des exigences logistiques. Donc ça ne s'impose pas à l'autorité. En RDC, l'autorité, disons le ministère ou la VEPM par exemple, considère la société civile environnementale, comme nous sommes dans les secteurs de l'environnement, comme un partenaire. Est-ce que vous avez une idée des relations qui existent entre le ministère et la société civile environnementale? Est-ce que ces relations sont au beau fixe? Oui, au beau fixe, ça dépend des opinions de certaines personnes. Mais moi je sais, parce que dans notre direction nous gérons tout ce qu'il y a comme ONG, nous connaissons qui œuvrent dans les secteurs et nous savons comment ils sont impliqués. Si vous faites, n'est-ce pas, l'inventaire de toutes les organisations de la société civile qui collaborent avec les ministères, vous verrez que la plupart, même de ceux qui crient, collaborent avec les ministères. Cette société civile environnementale est réellement impliquée. L'implication, c'est quoi? On peut être impliqué, comme je l'ai dit, dans la prise de décision, à un certain niveau. C'est-à-dire, on vous invite pour prendre part à une activité qui se déroule, par exemple, dans le cadre d'un atelier, dans le cadre d'une réunion convoquée, prenons le cas du Conseil consultatif national des forêts. Et on peut également être impliqué, n'est-ce pas, dans les activités du ministère, dans l'exécution d'un projet. Et vous verrez, si vous faites l'inventaire, la plupart, n'est-ce pas, aujourd'hui, de membres de la société civile sont dans constituent des agences d'exécution des programmes et projets du ministère. Donc, c'est des partenaires. Si, bon, évidemment, les malentendus ne peuvent pas manquer, mais ces questions qu'ils le présentent comme il faut devant l'autorité, ce sont des partenaires. S'il y a un problème, il y a lieu de les présenter correctement, poliment, pour que les choses soient réglées de façon amiable. Le plus souvent, entre la société civile et le gouvernement, de façon générale, et les ministères en particulier, c'est comme un affront. Parce que ce que propose, c'est vrai, des avis peuvent être consultatifs ou je ne sais pas moi, mais le plus souvent, les propositions, les avis de la société civile environnementale, même si ces avis sont vraiment pertinents, apparemment, ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas pris en compte. C'est comme s'il y a un certain affront entre la société civile environnementale et les ministres. Oui, effectivement, la société civile semble ne pas considérer son rôle. Son rôle, ce n'est pas le rôle d'un parti politique de l'opposition. Le rôle, n'est-ce pas, de la société civile environnementale, c'est d'accompagner les ministères dans ces actions. N'est-ce pas? Il n'y a pas à affronter les ministères. Les deux partenaires, lorsqu'il y a un problème, il y a lieu de régler ça en adulte. N'est-ce pas? La société civile ne constitue pas l'opposition pour pouvoir crier devant les gouvernements. Le gouvernement est là pour soutenir la société civile. La société civile est là pour soutenir le gouvernement. Et donc, il n'est pas de bonne loi que la société civile commence à crier sur le gouvernement. Ça n'a pas de sens. C'est comme si elle faisait pression sur le gouvernement. Voilà, ça n'a pas de sens. La société civile émet ses avis. Et c'est là où elle pêche, c'est quoi? Les avis de la société civile, ça ne s'impose pas au gouvernement. Le gouvernement, c'est la politique. Le gouvernement est libre. Voilà, le gouvernement a sa vision, le gouvernement a ses priorités,
quitte à la société civile de s'aligner sur les priorités, n'est-ce pas, du gouvernement. Mais là où ça ne marche pas, il y a beaucoup de modalités de dialogue qui est décrié comme si c'était des partis qui sont en opposition. Là, ils oublient, n'est-ce pas, les rôles qui leur est dévolu en tant que contrepoids, accompagnateur du gouvernement. Ouais. Donc, il y a lieu que les choses se passent selon les normes à la matière, qui voudraient qu'une sorte de transparence, une sorte de respect mutuel soit de mise. Maître, vous êtes à la réglementation et certainement vous avez vu l'implication de cette société civile environnementale comme partie prenante au processus de prise de décision. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que la société civile environnementale congolaise a quand même apporté quelque chose à la bonne marche ou à la politique même du ministère de l'Environnement? J'ai dit, beaucoup de membres de la société civile sont impliqués dans la gestion des projets du gouvernement. Comme agence d'exécution. Comme agence d'exécution. Oui. Beaucoup sont impliqués dans des réunions organisées par le gouvernement. Et ils apportent la pierre, n'est-ce pas, à l'édifice. Soit à l'élaboration d'un texte, soit à l'élaboration d'une politique. Et c'est ça le rôle de la société civile. C'est de venir appuyer, accompagner les gouvernements dans ces actions. Vous voyez. Et en accompagnant le gouvernement dans ces actions, il émet des avis. Ces avis-là ne s'imposent pas. C'est comme à la maison. Les enfants peuvent faire des propositions aux parents, tout comme l'épouse à son mari. Non, mais ça ne s'impose pas. Même si c'est raisonnable, il y a quand même un chef de la famille, non, qui a le dernier mot. Ça doit être ça, les liens, les rapports qui doivent régner entre la société civile et le gouvernement. Est-ce que cette implication, maître, empêche la société civile environnementale de, entre guillemets, s'attaquer par exemple au ministère si ça ne marche pas, parce que la société civile environnementale est impliquée, elle doit fermer les yeux face à certaines dérives. J'ai dit qu'il y a des modalités appropriées pour amorcer, n'est-ce pas, un dialogue. Notamment, écrire un mémo. Même en droit public, Qui reste parfois lettre morte. Si ça reste lettre morte, il y a d'autres moyens de pouvoir le faire, de façon polie, sans pour autant attaquer peut-être la personne de ceux qui gèrent. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est le mécanisme. Lorsque le mécanisme pose problème, on soulève le point qui pose problème, de sorte qu'on puisse améliorer. Parce que si on attaque les personnes, et là, on est à côté. Non, on n'attaque pas la personne, mais on s'attaque peut-être à la politique, à la façon de la gestion, à la gouvernance. Justement, on doit s'attaquer au principe. Il faut relever que tel principe ne marche pas bien. Voilà comment on peut faire marcher le principe. Parce que quand vous condamnez quelque chose sans pour autant dire comment ça devait se faire, là, on apporte... Des fois, on fait sourd d'oreille, maître. Non, mais je vous dis, il y a lieu de présenter les problèmes, il y a lieu de faire la proposition pour l'amélioration du mécanisme qui ne marche pas. N'est-ce pas? Bon. S'il n'y a pas de proposition, les revendications des maires en ce moment-là évasives. Est-ce que, maître, nous l'avions dit tantôt, la société civile, c'est un partenaire du gouvernement et particulièrement, par exemple, du ministère de l'Environnement et du Développement durable, mais elle n'a pas à être, comme on dit, à être matée parce qu'elle est partie prenante, elle est impliquée dans la prise de décision et qu'elle ne peut pas émettre des avis contraires par rapport à la politique ou à la volonté du gouvernement ou du ministère. Il y a un élément que j'avais même oublié de relever quand j'ai abordé cette question. C'est que l'implication a quel objectif? L'implication a pour objectif, d'informer les parties prenantes de l'existence d'un mécanisme à mettre en place.
Cela va faciliter quoi? La mise en œuvre sur terrain. N'est-ce pas? Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? L'acte à mettre sur place, à mettre en place, que ce soit la politique, que ce soit la législation, ça engage la responsabilité du ministère, du ministère qui porte cet acte-là. Et donc, quand vous faites des propositions de nature qui ne rentrent pas dans les visions ou dans les orientations du ministère, non, ça ne peut être que balayé. Et quand c'est balayé, non, vous relevez que ça a été balayé à un point trait. Vous n'avez pas à dire, ça ne reflète pas nos observations. Non, ça ne peut ne pas. Ça, il faut qu'on le comprenne comme ça. Ça peut ne pas refléter les observations des parties prenantes. Parce que ça engage la responsabilité de l'autorité. S'il faut aller présenter, par exemple, un texte devant le Parlement auquel ont pris part les parties prenantes, notamment la société civile, ce n'est pas la société civile qui va les défendre devant le Parlement. C'est le gouvernement. Et donc, les gouvernements consultent la société civile pour avoir des orientations. Des orientations qui puissent permettre de consolider, améliorer les textes. Et dans l'amélioration des textes, il n'y a pas que des aspects techniques ou sociétaux qui entrent en ligne de compte. Il y a aussi des aspects politiques. Tout à fait. Et ça, la société civile doit se les mettre en tête. Même si on le mettait là aujourd'hui, il verra qu'il y a des mondes différents. Le monde technique et le monde politique. Qui dominent. Et ça, c'est tout naturel. C'est les politiques qui dominent et les droits, et les social et l'économique. Non, mais vous n'allez pas dire le contraire. Nous travaillons, nous en tant que techniciens, nous proposons un projet technique, mais c'est à l'autorité d'apprécier. Si ça répond aux orientations du gouvernement, si ça ne répond pas à leur niveau, à la politique du gouvernement, si ça ne répond pas à leur niveau, ils peuvent modifier. Mais maître, dernièrement, il a circulé dans la presse des informations selon lesquelles le ministère de l'Environnement est géré de façon dictatoriale. Il y a des dérives de la part de la VEPAM. Vous avez certainement eu vent de ça. Quelle est votre lecture de cette déclaration ou des recommandations même sorties de cette observation de la société civile environnementale congolaise? Non, mais moi, si je vous disais qu'eux-mêmes de la société civile commencent à nous gérer avec dictature, mais vous n'allez pas en revenir. Hein? Il y a un dossier qui est en cours, qui fait couler d'encre aujourd'hui. C'est la problématique de la création de CFCL, des concessions forestières des communautés locales, dans les zones tampons. Nous, du gouvernement, on a émis notre avis pour dire que non, c'est une question qui est sensible, il faut qu'on approfondisse d'abord les analyses. Non, les amis de la société civile ont accompagné les communautés locales et au jour d'aujourd'hui, je vous dis, il y a une communauté qui a déjà obtenu une CFCL dans une zone tampon. Les analyses déjà à ma possession à ce jour démontrent que dans une zone tampon, on ne peut pas créer une concession forestière des communautés locales. En ce moment-là, qui est dictateur? Tellement que le ministère n'a pas bien, entre guillemets, collaboré avec cette société civile parce qu'elle ne fait pas que des propositions mauvaises. Non, la société civile doit comprendre elle est à quel niveau. Il ne faut pas qu'elle se présente comme un rebelle. Il y a de la réglementation, voilà, il y a des normes à la matière. Hein? Lorsque, par exemple, le gouvernement dit ne faisons pas ça, non, il faut réfléchir. Ce n'est pas parce que le gouvernement dit ne faisons pas ça, il est dictateur. Non, c'est lui le garant de la nation. C'est lui qui fait en sorte que les droits soient appliqués. Hein? S'ils estiment qu'il y a violation des droits quelque part, non, il y a toutes les voies de recours qui sont prévues en droit administratif. Qui restent parfois... Non, qu'ils épuisent ça. Il n'y a pas intérêt que les amis de la société civile, en tant que partenaires immédiats et privilégiés
du ministère commencent à crier, n'est-ce pas, dans le média, en ce qui concerne la gestion. Même si elle est, entre guillemets, chaotique. Non, il n'y a pas eu de preuves qui ont été apportées par rapport à ça. Hein? Ce n'est pas responsable de crier sur la voie publique par rapport à de telles situations. On comprend que certaines personnes peuvent avoir été lésées dans le fonctionnement peut-être de certains programmes ou ceci, cela. Non, mais il y a lieu de négocier pour qu'ils soient peut-être rétablis dans des conditions. Mais il n'y a pas lieu d'aller crier au niveau de la radio jusqu'à réclamer ce qu'ils ont réclamé. Hein? Là, ce n'est pas du tout agréable. Alors, maître, implication ou processus d'implication des parties prenantes dans la prise de décision en matière environnementale, que dire aux uns et aux autres? La société civile environnementale, c'est un partenaire, en tout cas incontournable, du gouvernement ou du ministère. Et le ministère devrait, dans une certaine mesure, collaborer franchement, de façon franche, avec la société civile. La relation entre les deux partenaires devrait être une relation qui entrevoit le développement, parce que le secteur environnemental, c'est un secteur vital pour la République démocratique du Congo. Il y a les forêts, il y a l'eau, il y a les ressources naturelles, la biodiversité et des ressources qui devraient être gérées de façon durable pour les générations présentes, mais aussi pour les générations futures. Que dire pour tous ceux qui nous suivent en matière d'implication des parties prenantes dans la prise de décision en matière d'environnement? Je voudrais rassurer, parce que je suis concerné par la question, on implique toujours la société civile, ou disons les parties prenantes, dans les activités du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Alors, ce qu'il faut dire aux amis, c'est quoi? Que les amis apportent un peu de professionnalisme dans le travail, dans les partenariats. Je donne l'exemple de la société civile qui accompagne généralement les États lorsqu'il est question de pouvoir négocier des traités ou des accords multilatéraux sur l'environnement. La société civile s'amène avec des argumentaires solides sur le plan scientifique, dans la plupart des cas. Mais il y a toujours un chef. Il y a toujours un chef qui est là, qui engage l'État. Et le chef qui engage l'État, ce n'est pas un membre de la société civile. Donc c'est un responsable, un représentant d'un quelconque ministère, c'est-à-dire un responsable de l'État, du gouvernement. Que la société civile comprenne quelle est sa place. Elle doit venir en appui. Ils doivent venir en appui. Ils ne sont pas là pour s'imposer. Il n'y a pas à s'imposer. Lorsque les arguments sont solides, lorsque les arguments sont pertinents, non, mais ça s'impose. Hein, ça s'impose. Ça n'appelle pas une force quelconque. Et donc, utilisons des arguments solides, utilisons la sagesse pour que les partenariats soient un partenariat fructueux pour toutes les parties. Parce que l'idéal, c'est quoi? Que nous tous, nous puissions parvenir à une gestion, à une bonne gouvernance de l'environnement. Mais s'il n'y a pas d'entente, s'il y a des affronts, c'est l'environnement qui va en pâtir. Maître, merci beaucoup. Il faut un partenariat sincère pour une bonne gouvernance environnementale, parce que l'environnement de la République démocratique du Congo, c'est un environnement de grands enjeux. Le pays est appelé pays solution parce qu'il dispose des ressources indispensables à l'équilibre écologique, à la transition écologique, et donc le partenariat entre le gouvernement et les parties prenantes doit être un partenariat sincère pour le développement de la République démocratique du Congo. Maître, une fois de plus, merci. Merci beaucoup, Ruben. Merci également à vous, madame, messieurs, qui avez suivi cette émission. Merci à Peter Loma, à Guilhem Zembe et à Armen Goma qui ont réalisé cette émission. La prochaine fois, on sera certainement avec un autre invité, avec un autre sujet pour débattre des questions liées à notre environnement et à l'environnement d'ailleurs, parce que l'environnement,
c'est pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs à travers le monde. Et donc, nous sommes un village planétaire, nous apprenons de ceci ou de cela, d'ici ou d'ailleurs. L'environnement, c'est notre maison commune, comme l'a dit le souverain pontife. Nous devons prendre soin de cet environnement, parce que s'il brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres informations environnementales de la République démocratique du Congo, notre pays et d'ailleurs à travers le monde. Au revoir et à très bientôt.